Je vais vous parler d'innovation sociale et de développement durable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous expliquer, comme disent les sociologues ou les gens du marketing, d'où est-ce que je parle. Qu'est-ce que je fais quand je ne fais pas une conférence comme ça? Je suis professeur à la Cambre, mais mon activité principale est de diriger ce petit laboratoire qui s'appelle Stratégie Design Scénario, qui est situé à Bruxelles, qui ne ressemble pas beaucoup à une agence de design, mais plutôt à une espèce de studio de cinéma dans lequel on reçoit des utilisateurs, on reçoit des parties prenantes, on les filme, on leur présente des scénarios, on les met en interaction, on les fait interagir et co-construire. C'est pour moi un espace de co-construction. Ça pourrait être une agence de design, mais si on regarde le nombre de gens qu'il y a dedans, il y a une minorité de designers pour une majorité de parties prenantes, d'utilisateurs, et donc je ne sais pas si je peux encore la définir comme une agence de design, c'est pour ça que je dis c'est un laboratoire. Alors c'est peut-être un peu à la mode, en ce moment tout le monde fait des laboratoires, parce qu'on est dans l'expérimentation et on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Alors je vais essayer de vous le montrer, je vais passer pas mal d'images. Alors voilà ce qu'on fait. On fait de la co-construction de scénarios. Vous voyez des gens ici dans une vieille mode de visio à Hong Kong, Chicago, Milan et Bruxelles qui manient qui construisent des storyboards, qui co-construisent des storyboards autour de scénarios. Après, on fait de la visualisation, ce qu'on appelle du vidéo sketching, c'est-à-dire ces espèces de mauvaises vidéos. Ce sont des esquisses en vidéo. Vous savez, quand vous faites une esquisse, vous faites une esquisse, vous en faites une autre, vous en faites une autre, jusqu'à ce que vous soyez convaincu de ce que vous avez fait. Et de la même manière, ici, on bricole des petits films, caméra au point, pour regarder à quoi ça va ressembler ce nouveau service, cette nouvelle solution. On le confronte aux utilisateurs, on le fait fabriquer par les utilisateurs. Et puis, on l'emmène, par exemple, ici à Didet, à l'exposition un peu sur les nouveaux territoires du design qui a eu lieu il y a quelques années à Beaubourg, où on avait un certain nombre un grand mur vidéo de ces films qui interagissaient avec les utilisateurs, avec les visiteurs. Au fond, pour nous, une exposition, être à Beaubourg, on est à Beaubourg, en dehors du fait du plaisir d'être dans une grande exposition, un grand lieu d'exposition, des gens qui viennent voir une exposition qui a tourné dans le monde entier, qui s'appelle Sustainable Everyday, ce sont ce que le marketing appelle des early adopters, des gens qui ont envie d'aller voir qu'est-ce que c'est que un mode de vie durable et qui choisissent un dimanche après-midi, plutôt que d'aller au supermarché ou de regarder la télé, d'aller voir qu'est-ce que c'est que un mode de vie durable. Et pour nous, ce sont donc ce que le marketing appelle des early adopters, des gens qui sont proches de changer de mode de vie, qui sont les gens qu'on a envie d'interroger, qui sont les gens avec qui on a envie de se mettre en relation pour leur proposer des nouveaux modes de vie et voir comment sous quelles conditions ils seraient susceptibles de les adopter. Alors, un autre exemple, ici on est à Saint-Étienne, qui a longuement fait cette biennale du design que vous connaissez tous. C'est une biennale très montante, très bottom-up, faite par les étudiants, faite par une école, par un directeur éclairé et une école telle que la vôtre, de manière un petit peu à la manière d'un hacker, et qui tout d'un coup a décidé de dire ben voilà, on est un territoire pas forcément facile en termes d'emploi, et on va devenir la ville du design en France. Et donc, bien entendu, comme tout politique, quand on décide de créer une nouvelle fonction, on crée une nouvelle boîte. Donc on fait un concours d'architecture international, gagné par un brillant architecte berlinois, Fingeppel, et puis on restructure tout cet espace, ancien espace industriel, on crée un nouveau bâtiment devant, et puis à ce moment-là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans ce bâtiment. Et donc, à ce moment-là, on a travaillé à co-construire des scénarios sur qu'est-ce que la cité du design, ce macro-service qui fait de l'enseignement, de la recherche et de l'exposition, pouvait bien faire dans le futur. Donc, on a demandé à toutes les personnes qui avaient envie de s'exprimer, du citoyen qui habite sur la place Carnot juste en dessous, jusqu'au maire, des gens de Saint-Étienne comme des visiteurs de Saint-Étienne, de raconter une histoire
dans, comment dirais-je, en quelques lignes, qu'est-ce que dans 10 ans, ils feront de leur point de vue de citoyens, de commerçants, d'utilisateurs, de designers, d'industriels. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avec la Cité du Design? On a recueilli 250 histoires, on a reformaté, dédoublonné, et puis on en a fait un corpus que vous voyez ici, un petit livret, un corpus de 40 histoires qui constitue une projection collective dans lequel, si vous voulez, tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui vous intéressent, il y a des histoires qui intéressent monsieur, il y a des histoires qui intéressent Ludovic, il y en a d'autres qui m'intéressent moi. Mais globalement, c'est un moyen de créer de la convergence entre des acteurs qui ont des points de vue divergents sur qu'est-ce que ce macro-service va faire, et de constituer cette projection collective. Et puis après, bien entendu, une fois que tout le monde était plus ou moins d'accord sur qu'est-ce que la Cité du Design allait faire, on a retourné ces histoires en disant, si on doit faire réaliser ces 40 histoires, qu'est-ce que doivent être les spécifications de la Cité du Design? C'est-à-dire comment doivent être les portes, comment doivent être les entrées, comment doivent être les salles, comment, etc. Comment organiser ce macro-service pour qu'il réalise cet ensemble. Alors, autre élément d'activité pour situer ce que l'on fait, puisque probablement on ne fait pas des choses qui sont habituellement considérées sous le terme de design. Vous connaissez tous ce projet de transformation écologique et sociale de la région Nord-Pas-de-Calais, avec une série d'opérations de développement qui concernent les grands points difficiles, hein, l'énergie, l'eau, les transports, l'habitat, l'alimentation, etc. Et ici, on travaille beaucoup à sortir des silos, à sortir de la manière dont, si vous voulez, l'administration publique est organisée, à faire de la transversalité, à mettre en synergie ces différents silos administratifs et ces différentes, comment dirais-je, opérations de développement pour voir si on peut faire plus que des opérations de développement, si on peut avoir un effet systémique autour de ça. Avant-dernier exemple, avant d'entamer le sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais je pense que ces exemples sont importants pour que, comme disait Ken, on augmente le catalogue de ce à quoi on pense les uns et les autres quand on parle de design social, parce qu'on pense, je pense, et c'est ça qui fait la richesse, je pense, de cette conférence, on pense tous à des choses différentes. Alors, il ne faut pas non plus qu'on mette tout n'importe quoi dans le grand sac du design social, mais peut-être qu'il faut faire l'inventaire, et puis on choisira demain soir qu'est-ce qu'on met dedans. Ici, on est à Saint-Étienne à nouveau, 2008, une City Ecolab, une grande exposition qui se proposait de regarder, d'imaginer qu'est-ce que Saint-Étienne, en tant que si ça était une ville durable, pourrait avoir. Donc deux choses dans cette grande exposition. Toutes les choses qui existent déjà à Saint-Étienne, les écoquartiers, les AMAP, etc., mais qui n'ont pas de visibilité, que la plupart des Stéphanois ne connaissent pas. Et puis toutes les choses qui n'existent pas encore à Saint-Étienne. Saint-Étienne a un beau tram, comme ici à Valenciennes, mais ils n'ont pas encore un cargo-tram, comme, vous savez ce que c'est un cargo-tram, donc des livraisons des boutiques, non pas par des camions qui polluent la ville, mais par des trams, comme il y a à Amsterdam et à Vienne. Et donc, ce qu'il y avait déjà et ce qu'il n'y avait pas encore, mais qui pourrait... Et notre travail, nous, ça a été de dire, mais bon, quand des visiteurs vont aller visiter cette exposition, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, comment ils vont comprendre, comment ils vont faire la synthèse. Alors, on a pris six styles, 6 profils, mais ce sont des vrais gens. C'est pas inventé, c'est pas des acteurs. C'est des vrais gens qui sont. Emma, elle existe vraiment et c'est une single qui travaille dans l'économie. Le couple de personnes âgées existe. Enfin, j'espère qu'ils existent encore. Voilà. Et on leur a demandé de jouer, de faire des photoromans, de jouer, si vous voulez, dans leur vie. L'ensemble de ces solutions, il y avait 18 solutions autour de l'alimentation durable, de la mobilité douce,
de l'économie d'eau et d'énergie, et on leur a demandé de jouer dans leur ville, dans leur cuisine, dans leur rue, comment est-ce qu'ils utiliseraient avec leur petite famille ces solutions. Et donc on les a exposés dans l'exposition, on les a aussi publiés dans le journal local, ce qui était beaucoup plus intéressant. Au lieu d'avoir un photoroman, comment dirais-je, un love story, on avait une sustainable story qui racontait par des Stéphanois dans leur ville comment ils se projetaient eux-mêmes dans cette vision, donc comment ils s'appropriaient cette vision du développement durable ou d'une ville plus durable. Dernier point, donc ça nous amène à des activités comme celle-ci. Ça, c'est une page de publicité gratuite sur notre dernière publication qui s'appelle Sustainable Street 2030. C'est un e-book qui est gratuit, qui vient d'un projet européen Corpus, et où vous trouvez, pour faire bref, un ensemble d'une centaine de visuels qui, je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui, mais c'est du teasing, c'est pour que vous alliez le voir directement sur Internet, qui essayent de montrer à quoi pourrait ressembler, en termes d'alimentation, de mobilité et d'habitat, une ville durable à l'horizon, une rue durable à l'horizon 2030, et qui est mis en forme sous la forme d'un espèce de kit, c'est-à-dire que si vous voulez organiser une conférence, un cours ici, un workshop qui travaille sur 2030, pour mettre les gens en condition, on a produit une exposition, ça sert à produire une exposition, on produit une exposition, on la met sur les murs et on enferme les gens dans ce qui peut être, c'est tout à fait critiquable, mais c'est une projection à l'horizon 2030, pour faire en sorte que les gens, quand ils ne travaillent pas en 2014, mais ils se trouvent un peu décontextualisés et obligés à travailler en 2030. Voilà d'où je parle. Hop, ça ne peut pas s'arrêter. Voilà. Donc, 4 points que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout. Je vais essayer de me dépêcher. D'abord, on s'est intéressé, nous, à cette innovation sociale. Et donc, j'essaierai de faire le distinguo entre le social et l'innovation sociale, pour développer des services collaboratifs, pour inspirer la manière de faire des services collaboratifs. Et puisqu'on est dans une école et qu'on cherche, comme disait Ludovic, aussi les nouveaux modes opératoires, je vous présenterai un certain nombre de guidelines sur qu'est-ce qui nous semblait, qu'est-ce que le design pouvait faire et comment le design pouvait travailler à partir de ce matériau d'innovation sociale et pouvait y apporter des compétences et le transformer, le développer. Ensuite, la deuxième partie, je voudrais parler pour que ça se passe. Pour que tout ça se passe, il faut qu'on soit dans un contexte favorable. Notamment, quel est le contexte politique, public, facilitateur de l'émergence de cette innovation sociale. Donc, comment est-ce qu'on développe un contexte par des politiques publiques favorables au développement de cette innovation sociale. Et ça nous amène à dire, le design, il travaille dans le numéro 2 sur l'innovation sociale, et il travaille aussi entre innovation sociale, en interaction entre innovation sociale et innovation publique. Donc à la fois dans le design de l'innovation sociale et dans le design des politiques publiques, de manière à ce qu'elles soient mises en synergie. Et j'essaierai aussi de développer quelques guidelines là-dessus. Alors, premier point, design de l'innovation sociale. Moi, je suis un peu moins optimiste sur le mouvement mondial sur le design social. Je vais faire le contrepoint de l'optimisme que vous avez présenté. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Alors, je me réfère par exemple à quand Barroso, il y a 3 ans, a présenté l'ouverture de Social Innovation Europe, donc du réseau porté par la Commission, qui s'intéresse à mettre en relation tous les gens qui s'occupent d'innovation sociale. Parce que la Commission européenne, comme le monde entier, comme Obama et sa femme surtout, ont découvert à un moment l'innovation sociale. Il y a quelque chose à faire. David Cameron l'a découvert un petit peu plus brutalement. Et il y a eu un moment, donc un lancement par la Commission
Et Barroso, dans son discours, disait, mais voilà, en fait, le social, il le définissait comme ce qui n'est pas rentable pour le secteur public, ce qui n'est plus payable par le secteur privé, et donc, ça c'est le social. C'est le social qu'on laisse aux autres, aux associations en général, à ceux qui ont un peu l'esprit caritatif. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un risque, en tout cas j'ai envie de mettre ça comme un pavé dans la mare, il y a un risque de dire qu'effectivement, il y a le design qui gagne de l'argent, et puis il y a le design caritatif qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin, et celui-là, on le met dans le design social. Et j'ai l'impression que... Alors, ce qui fait que, si je suis un petit peu... Excuse-moi Ludovic, parce que je suis un peu primaire, mais ça veut dire que s'il y a du design social, qui est là pour élever le niveau de bonheur, le moyen de bonheur dans le monde, ça veut dire que le reste du design, social, qui n'est pas là pour élever le niveau moyen de bonheur dans le monde, mais peut-être pour l'abaisser, ce qui est peut-être le cas. Enfin, c'est important de se poser la question. Alors, j'essaye de quoi je parle quand j'essaye de parler d'innovation sociale, et je ne vais pas rentrer sur un terrain de définition, je vais essayer de vous montrer des exemples, parce qu'avec Ezio Manzini, quand on a fait ce travail, cette recherche qu'on a commencé en 2005-2006, on a essayé de le définir, et on s'est rendu compte qu'il fallait garder les outils du designer, et que ça marchait beaucoup mieux quand on montrait une dizaine de cas d'innovation sociale qui nous semblaient ce dont on parle à des étudiants, et que les étudiants en design, ils avaient un réflexe, ils voyaient très bien de quoi on parlait, sans forcément en avoir donné une définition. Alors, on a eu la chance, oui, ça, vous pouvez télécharger c'est issu de cette première recherche, c'est un premier catalogue de 70 cas d'innovation sociale prometteuse en termes de développement durable. Donc, ce qui nous intéressait, ce n'était pas l'innovation sociale en général, mais l'innovation sociale qui suggère des modes de vie et des solutions pour le développement durable. Et on a eu la chance, dans un projet ensuite soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, d'aller dans toutes ces villes, avec en général des écoles de design, développer, chercher avec les étudiants des cas d'innovation sociale, et de voir comment, avec toujours les mêmes étudiants, vos confrères, comment est-ce que ces cas d'innovation sociale pouvaient être transformés en mode de vie durable. Alors, je vous donne un exemple super bateau. Mais je vous demande de bien regarder les moches images faites par nos amis designers, qui sont toujours des mauvais sociologues, des mauvais photographes en général. Mais ils ont quelque chose, c'est qu'ils photographient un truc parce qu'ils veulent en faire quelque chose d'autre. C'est ça qui m'intéressait, qui nous intéressait dans ce travail, c'est qu'on envoyait des designers chercher des cas d'innovation sociale, et ils nous ramenaient des planches de ce type-là avec un regard critique en disant voilà. Qu'est-ce que c'est un groupement d'achat solidaire, une AMAP, un Community Supported Agriculture, et voilà qu'est-ce que moi je voudrais en faire. Alors, je vous demande de regarder. Celui-ci, il est à Milan, celui-ci, il est à Bruxelles, et celui-ci, il est à Sao Paulo. Vous voyez une grande différence dans les images? Pas tellement, en fait. Hein. C'est les mêmes caisses, c'est les mêmes... ça ressemble. Ça ressemble. Alors, la première conclusion de notre travail, je passe vite dessus, mais c'était qu'en fait, on retrouvait dans des milieux socioculturels complètement différents des solutions extrêmement similaires. Que l'on soit dans un township en Afrique du Sud, que l'on soit dans une favela à Rio, ou que l'on soit dans les faubourgs huppés de Malmö, il y avait les mêmes groupements d'achat solidaires qui étaient organisés plus ou moins de la même manière, avec un petit peu plus ou un petit peu moins de choses dans le panier, des choses plus ou moins riches, mais qui étaient les mêmes solutions émergeaient. Alors on a essayé de se les analyser, ces solutions. Et les quelques éléments d'analyse, alors d'abord il y avait derrière ces solutions ce qu'on a appelé les communautés créatives. Je pense que les photos, même si elles sont moches, elles parlent d'elles-mêmes. Regardez, comme ces gens qui ont créé un groupe d'achat solidaire, le Café Zoïde à Paris, un GAS à Milan, une Banca del Tempo encore à Milan. Ils ont créé une solution, ils sont fiers d'avoir créé cette solution. Ils sont un peu, oui, ils se font photographier un peu comme l'équipe de foot qui a gagné le match, quoi. Et ça me paraît important parce que c'est eux la clé c'est eux les designers, c'est eux qui ont fait les trucs. Alors, première chose,
on nous a souvent interrogés dans des conférences à dire mais en fait vous vous intéressez à des petits trucs de la vie quotidienne alors qu'il y a des grands problèmes d'environnement. Or, en même temps, si vous voulez, on s'est effectivement intéressé à des petits trucs, mais on sait que les grands problèmes d'environnement, ils viennent de la somme de plein de petits trucs, de plein de petites actions quotidiennes que l'on fait tous les jours, où on consomme de l'eau, de l'énergie, on se transporte, on mange des protéines animales, etc., qui produisent l'énorme impact environnemental de notre société. Et donc, c'est très volontairement sur ces micro-impacts quotidiens et leur transformation dans des styles de vie durables que l'on s'intéresse. Deuxième chose, on nous a souvent dit, mais en fait, ça a toujours existé, hein, les gens dans le village, ma grand-mère, elle échangeait des choses aussi avec ses amis, etc. Les communautés qu'on a regardées, elles sont toutes nouvelles, elles se sont toutes créées volontairement, alors même si de temps en temps elles rappellent des solutions qui existaient avant, ce sont des communautés électives qui ont décidé à un moment de se mettre ensemble dans la rue Bidulmuche à Milan, de se mettre ensemble, de squatter une boutique qui n'était pas utilisée, et puis d'organiser cet achat, ce groupe d'achat solidaire. Et donc elles sont, même en Inde, même en Afrique, les solutions que l'on cherchait, c'était des solutions qui venaient d'être inventées et qui venaient, et donc qui étaient inventables, qui n'étaient pas forcément liées à une tradition qui existait là depuis toujours. Troisième élément, troisième attaque dans les conférences, donc je parle des attaques avant que vous les fassiez, on nous a dit, mais c'est des choses caritatives, hein, c'est du caritatif, c'est des copains de Sœur Teresa qui font des trucs sympas. Non, dans tous les cas que l'on a sélectionnés, il y a une affaire de réciprocité. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre qui ne reçoit rien en retour, c'est quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre lui donne quelque chose en retour d'autre, éventuellement. C'est-à-dire qu'il ne lui donne pas de l'argent en échange d'un service, mais il lui donne un service en échange d'un autre service. Il y a réciprocité, il y a équivalent. Dernier point de centrage sur comment dirais-je, d'analyse de ces cas, qui sont maintenant assez connus, hein, les AMAP, les groupements d'achat solidaire, comment dirais-je, les Local Exchange Trading System, les banques du temps, on a plein les journaux et plein les médias en ce moment. Alors, l'autre élément, c'est que c'est plutôt plus sur le terme social, mais sur le terme innovation. C'est-à-dire qu'on parle d'innovation sociale. L'innovation, dans notre culture occidentale, c'est en général une innovation technologique. On parle d'innovation. Un innovateur, c'est quelqu'un qui a inventé en général une nouvelle technologie à la base, et puis il l'a brevetée. Et puis, on parle d'une innovation, d'un innovateur. En général, une innovation, elle est le fait d'un inventeur. Donc, c'est une innovation individuelle et technologique. Ici, on parle bien d'une innovation qui est sociale, donc elle concerne l'organisation, les relations sociales. Et puis, c'est une innovation qui est collective, c'est-à-dire c'est quelque chose, quand vous faites un groupe d'achat solidaire, vous ne pouvez pas l'inventer tout seul. Vous devez le faire à plusieurs. Et donc, elle est intrinsèquement liée à du social, à de la création d'un groupe qui fait ça. Alors, le résultat de toutes ces démarches est la création, et je vous renvoie au site de DESIS, d'un réseau d'une quarantaine d'écoles comme la vôtre qui se sont intéressées à cette démarche, qui on a fait ce genre de workshop, et puis qui ont adhéré à donc ce réseau qui est Design for Social Innovation and Sustainability, qui est un réseau d'intérêts groupés qui regroupe une quarantaine de DESIS Labs, de laboratoires dont toutes ces écoles se développent à la fois des pratiques et s'échangent au sein du réseau ces pratiques et ces outils, ces nouveaux outils autour du design pour l'innovation sociale,
en faveur du développement durable. Donc je vous engage à aller regarder, il y a plein de choses très stimulantes dessus, et puis peut-être à considérer d'y adhérer, puisque enfin, c'est pas du prosélytisme, mais j'ai pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt financier en jeu, encore une fois, mais il y a l'intérêt de fédérer des bonnes volontés, et je pense que comme moi j'étais très heureux de cette invitation et de ce colloque, parce que ça veut dire que c'est une école qui à un moment s'intéresse à ces questions et souhaite probablement développer ça, comme vous le disiez, comme un futur terrain d'investigation. Alors, quelques éléments maintenant d'outils. On a été, si vous voulez, on a fait l'exercice de collecter plein d'innovations sociales et puis de dire qu'est-ce que, avec l'esprit des designers, on pourrait faire. Alors, je vous renverrai encore une fois à un autre livre, mais je vous donne quelques exemples. C'est des livres, vous savez, moi j'écris des livres, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a beaucoup d'images, donc vous pouvez les télécharger, c'est assez sympa à regarder, ça se regarde vite. Donc, qu'est-ce qu'on a produit? On a produit des produits habilitants, c'est-à-dire, ici par exemple, un système qui permettrait de relier les piétons et les automobilistes qui roulent dans des voitures vides et de les mettre en relation, hein, de faire de l'autostop urbain augmenté. Des services habilitants. Ici, imaginez, qu'est-ce que ce serait une bibliothèque de quartier, mais une bibliothèque qui n'est pas basée sur des livres qui sont à personne, mais sur la mise en commun des livres qu'il y a dans votre bibliothèque, dans la vôtre et dans la mienne. Et qu'est-ce que... Alors bientôt, vous allez dire, ça va, mes livres sont à moi, bon. Et justement, voilà, ça c'est une bonne problématique pour un designer, c'est de dire comment est-ce que j'arrive à construire la confiance et puis à bénéficier de cette chose géniale. Parce que si ces livres, vous les avez chéris, vous les avez gardés dans votre bibliothèque, quand vous allez les prêter, si vous les prêtez, si on crée les conditions favorables pour que vous les prêtiez, vous les aimez ces livres, et vous allez me les raconter, vous allez me donner envie. Donc, ça sera vachement mieux qu'un bibliothécaire ou un libraire qui va faire cette chose-là. Donc vous voyez, il y a une espèce de... Enfin, j'essaye de vous sortir un petit peu le côté, on n'est pas simplement en train de faire du business pour dire on va tuer les bibliothèques de quartier et puis on va faire des bibliothèques. Non, on est en train de faire d'expérimenter sur ce matériau social, pour reprendre vos termes, et puis de créer une nouvelle convivialité. Des lieux habilitants. Ici, un atelier de couture qui pourrait à la fois, alors qui a toujours du mal à se rentabiliser, il existe vraiment cet atelier de couture, et qui pourrait offrir à la fois des services d'un atelier de couture, offrir la location, l'usage des couturiers de 5 minutes, mais vous avez 45 minutes, et j'en suis à 28 minutes. Ah bon, moi c'est moi, j'ai pas repéré l'heure. Je suis un conférencier attentif, mais prévoyant. Enfin, moi je peux faire plus court, hein, si la journée a été décalée, je peux faire plus court. J'ai confondu de 10 minutes. Bon, d'accord. Donc des lieux habilitants, dans lequel on peut aller y louer une machine, parce que c'est pas la peine d'avoir une machine à coudre chez soi, et on peut aussi prendre des cours de couture, donc qui utilisent différents types d'usages. Et puis des éléments, peut-être des supports habilitants qui permettent de donner de la visibilité à toutes ces choses qui existent dans le tissu urbain, social, mais qui n'ont pas forcément de visibilité, parce que ce n'est pas des boutiques, elles ne font pas de publicité, et que si on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Alors, 10 guidelines, je ne vais pas vous en présenter 10, je vais couper un peu dedans, parce que je faisais mon malin tout à l'heure, mais je sens le coup près arriver rapidement. En tout cas, vous les retrouvez dans le bouquin, deux éléments qui nous semblaient importants que le designer pouvait apporter. Le premier qui était d'améliorer l'accessibilité à ces éléments. Alors, en donnant de la visibilité à des choses qui n'en ont pas facilement, en facilitant, en fluidifiant la manière d'interagir avec ces solutions. Si vous devez... il y a plein de voitures qui passent, il y en a sûrement une qui va où vous devez aller. Mais si vous n'avez pas un système électronique qui vous met en relation automatiquement, c'est extrêmement compliqué de se mettre en relation. Sur du covoiturage, vous devez vous y prendre la veille avec un site web, etc., etc. Si vous voulez le faire en instantané, il faut fluidifier les choses. Parce que ça, c'est intéressant pour les designers. C'est-à-dire, on fait tous des objets, sauf qu'on fait des objets pour collectivité. Mais les objets pour collectivité, c'est un peu comme cette chaise. Quand on fait un objet pour collectivité, c'est un objet solide. Hein. Bon,
Moi, je pense qu'on doit faire des objets pour stimuler l'usage collectif, pour inciter notre société individualiste à utiliser les choses ensemble. Qu'est-ce que c'est il y a plein de pays, hein, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, où avoir sa machine à laver chez soi, ce serait complètement idiot d'avoir une machine à laver chez soi. C'est comme si nous, on demandait, est-ce que vous voulez avoir chacun votre ascenseur? Vous avez besoin d'un ascenseur personnel, on partage l'ascenseur, on va partager la machine à laver, comme le font plein de gens. Mais comment est-ce que vous designez une machine à laver qui vous donne envie de partager, qui vous facilite le partage? Ça, c'est un vrai challenge, je trouve, pour des designers de produits, par exemple. Deuxième élément, tous ces cas d'innovation sociale, tout à l'heure, je jouais un petit peu des violons et je vous montrais comment c'était beau, comment ça fonctionnait, etc. etc. Et j'ai l'impression que ces cas d'innovation sociale, ils fonctionnent parce qu'ils ont une qualité relationnelle, ils génèrent une qualité relationnelle. On pourrait peut-être dire, je ne sais pas si je me risque, qu'il y a des philosophes dans la salle, donc je vais me faire allumer, une esthétique relationnelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, praticien du design, que quand j'essaye d'harmoniser une forme, eh bien, devant ces services, devant le design de ces services, j'essaye de faire la même inspiration. J'essaie que ce service soit harmonieux et beau, qu'il soit équilibré, qu'il génère un peu cette dilatation dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de la bibliothèque de quartier, où je prenais l'exemple, je disais, si vous me prêtez un livre et que vous me le racontez, j'ai l'impression qu'on se dilate, il se passe quelque chose, c'est assez génial, il va se passer on va faire société dans le quartier. Alors, il y a par exemple toute une série de choses dans notre société, on le voit bien quand même avec l'économie de collaborative qui se développe, des vêtements pour enfants. Des vêtements pour enfants, votre enfant il a grandi, donc il ne vous sert plus à l'enfant parce qu'il ne rentre plus dedans, ils sont à vous, administrativement ils sont à vous, en termes de droits, mais ils ne vous servent rien, ce sont des trucs disponibles. Alors, on est plein, nos armoires, nos garages, nos maisons sont pleins de trucs disponibles qui techniquement sont à nous. Alors, comment est-ce qu'on peut les mettre à disposition? Puisqu'ils ne servent à rien, on n'arrive plus à rentrer dans le pantalon et dans le maillot. Bon. Ici, gardez l'échelle humaine. Quand vous avez un groupement d'achat solidaire, c'est un petit groupe de familles, de 30, 40 familles, 20 familles, qui peuvent se réunir dans une pièce, faire la fête une fois par an, aller visiter la ferme, s'engueuler quand ils ne sont pas d'accord. Si vous grossissez, vous devenez une coopérative. Si vous grossissez encore, vous devenez un supermarché. Mais, in fine, je crois que ces solutions, elles doivent se développer non pas en grossissant. Donc, quand on parle d'upscaling, on ne parle pas forcément de growth, on parle aussi de dissemination, de replication, etc. Et donc, ces solutions, on doit trouver, nos designers, comment non pas les produire industriellement, mais comment faciliter leur appropriation, leur essaimage, leur réplication, et en particulier, si elles ont été créées par des gens qui étaient des acteurs sociaux, des entrepreneurs sociaux, qui avaient un charisme énorme, qui avaient la capacité d'organiser la fête du quartier, d'embarquer tout le monde, à collaborer, à partager, etc. On n'est pas tous comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Et donc comment est-ce qu'on m'habilite, moi, on m'aide à faire ces trucs que je ne peux peut-être pas faire de manière naturelle. Donc comment on fait que des citoyens qui sont des citoyens moins charismatiques puissent utiliser ce genre de choses. 35 minutes. Je voudrais vous parler de la deuxième partie. Donc je vous laisse découvrir dans ce livre les 30, 40, je ne sais plus, solutions comme ça de design simulé à partir de ce qu'il y avait dans le premier livre et les guidelines dont je vous ai parlé. Alors je voudrais arriver à cette partie qui me semble... Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui de vous trois a dit la partie la plus connue du design social, qui est le design des politiques publiques. Alors, je pense que mes amis de la 27e région seraient super contents d'entendre ça, parce que je n'ai pas l'impression qu'on parlait du design des politiques publiques tant que ça, il y a ne serait-ce qu'en 2008, quand la 27e région s'est créée. Tant mieux, en tout cas, tant mieux. En tout cas, je pense que et je confirme, je suis d'accord, dans le secteur public, quand on veut faire sexy et in, je ne sais pas ce que Philippe Boucher va dire demain, mais j'imagine, on fait du design des politiques publiques. Hein, ça, c'est vachement chouette. C'est bien, ça va transformer l'action publique, c'est vraiment très bien. Il ne faut pas se laisser disposer, parce qu'en ce moment, vous avez quand même une espèce de problème, je sais qu'on en parlera à un moment dans les débats, c'est que le designer, il fait tout en ce moment. Hein. Vachement, c'est chouette le designer, vous avez de la chance. Hein.
parce que on va sauver le monde. Hein. On résout tous les problèmes. Hein. Dès qu'il y a un problème, on met des designers, ça reste. C'est intéressant, mais les gens commencent à en avoir marre de cette espèce de design qui fait tout et qui sauve tout. Donc, voilà. Je voulais vous parler, dans les quelques minutes qui me restent, d'un projet. Alors, peut-être qu'on va le prendre comme cas d'étude un petit peu. Un projet URBAC, donc c'est encore un bidule européen. C'est un réseau thématique de villes. Donc, voilà les villes en question. Oui, voilà les villes en question. C'est 10 villes que l'on accompagne pendant 3 ans et qui, comment dirais-je, vont travailler sur le sujet de Sustainable Food in Urban Community, donc l'agriculture urbaine. C'est n'importe quoi l'agriculture urbaine. C'est déjà comme le voyez, parce qu'il y a des villes, on ne peut pas faire de l'agriculture dans les villes, pourtant on fait de l'agriculture dans les villes. Donc, voilà à quoi elle s'intéresse. Et donc des villes, des petites, des grosses, un peu comme un beau projet européen. Et puis moi qui suis là-dedans, qui anime ce réseau, et qui suis designer. Alors je vous pose la question, c'est intéressant parce que voilà, c'est un truc de benchmark, de gouvernance, normalement les villes regardent quelle gouvernance elles font, comment elles organisent leur politique publique, et puis s'échangent des bonnes pratiques, vous savez, les sacro-saintes bonnes pratiques entre villes. Et puis ici, on a mis un designer pour essayer d'animer cette chose-là et puis d'avoir ce regard que j'essaye de vous décrire depuis le début de l'intervention. Alors, je vous situe quelques éléments autour de ce qu'on en a tiré de ce réseau. Alors, bien entendu, on pourra plus tirer dans la carte de tout à l'heure un trait plus ou moins entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Je vous laisse choisir la hauteur du trait. Mais grosso modo, dans le sud, on a des populations qui sont très engagées dans l'alimentation, mais qui ne voient pas, qui mangent très bien, etc., mais qui ne voient pas l'érosion de cet engagement. Et dans le nord de l'Europe, on a des populations, on a des foodies, des food activistes, qui plantent à Oslo, qui cuisinent à Bristol, qui font trucs, mais ils ne sont pas beaucoup. Donc on a une petite couche de food activistes, très actifs et très innovants, qui se réinvestissent dans l'alimentation et qui couvrent une reste de population qui est plutôt dans le mal manger et le mal-être. Voilà un petit peu la cartographie il y a sur le site 130 cas, si vous êtes intéressé, 130 cas de l'ordre de l'innovation sociale et de l'innovation en termes de gouvernance alimentaire. Il y a plein de choses qui se passent. C'est plein de mouvements, c'est les incroyables comestibles, c'est slow food, c'est tout plein d'initiatives où tout le monde est en train de planter dans les potagers, etc., etc. Il y a 2 doctorants à Supagro à Montpellier qui ont essayé de regarder tous ces mouvements sur la ville de Montpellier et tous ces mouvements sporadiques qui sont, c'est chouette, tout le monde dit, c'est vachement sympa, les gens s'intéressent à l'alimentation, etc. Leur conclusion, elle est très négative. Ils disent, en fait, ça ne fait pas un mouvement, c'est plutôt plein d'initiatives individuelles qui ne s'intègrent pas les unes les autres, qui voire se font concurrence, qui sont sur des dynamiques sociales, des dynamiques environnementales, qui sont plutôt individualistes ou plutôt collectivistes, qui veulent changer le système ou pas changer le système, etc. Et donc, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple de transformer ça en une gouvernance alimentaire. Il y a un peu un romantisme de ces mouvements où tout le monde dit vous avez pas de problème, vous avez une gouvernance alimentaire, 6 juin dernier, 400 parties prenantes réunies par le conseil régional, qui sont tout plein de gens enthousiastes et qui travaillent sur l'alimentation. Mais quant à transformer l'alimentation de la région, à mon avis, il y a une question d'upscaling qui ne va pas se faire toute seule. Et donc, il va falloir mettre en place une gouvernance alimentaire qui va essayer de mettre ensemble les différents, comment dirais-je, mouvements qui sont plus ou moins dans le même sens, mais quand même contradictoires. Alors, la première chose, ici on est à Amersfoort, qui a été élu capitale de la gastronomie en Hollande en 2012, ne riez pas. Là, il y a plein de food activistes, il y a plein de gens qui y vont. Et la difficulté, c'est de maintenir cet enthousiasme et de le diffuser. Donc la première question, c'est comment est-ce que, par
cette espèce de nomination capitale du goût de la Hollande, ils ont réussi à continuer à entretenir les mouvements, à stimuler, à sensibiliser, etc. Un pays qui, je vous disais de pas rire, parce que c'est quand même pas un pays qui est connu pour sa grande bouffe et son intérêt pour l'alimentation. Et ben, justement, c'est encore plus difficile à faire ici. Stimuler les gens sur l'alimentation en Italie ou en France, c'est facile. On parle que de ça. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble, si vous voulez, à Bristol, toutes les initiatives. Et la question des pouvoirs publics, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en synergie, à relier tout ça. Quel est le projet global que l'on fait autour de tout ça? Différentes attitudes. En Grèce, la ville d'Athènes, vous savez la situation en Grèce, la ville d'Athènes a décidé d'utiliser des terrains non utilisés pour faire des fermes urbaines, avec de l'intégration sociale, etc. Donc ils décident de faire une ferme urbaine, ils font une ferme urbaine, et puis après ils ouvrent les portes de la ferme, et puis ils attendent les utilisateurs. Donc on est dans une démarche très descendante, et on peut se demander, on espère qu'il y a des gens qui vont venir, mais c'est loin, enfin quand on commence à faire ce genre de choses-là de manière très descendante, on risque d'avoir personne. À Bristol, on est dans le contraire. Bristol, le Bristol Food Network, ça commence par du mapping de toutes les choses qui existent. En disant, il y a plein de choses, on va juste les montrer. Et on va faire, par exemple, comme à côté de Bordeaux, le raid potager. On va organiser avec tout le monde ce balade en vélo pour que tout le monde rencontre tout le monde. Déjà, pour donner de la visibilité à ces choses-là. Donc, montant, bottom-up, top-down, classique. Innovation là-dessus, la ville d'Amersfoort. La ville d'Amersfoort, elle dit, vous savez, moi, nous, on ne connaît rien en innovant. Les villes n'ont aucune compétence officielle pour l'alimentation, administrative, elles ne s'occupent pas d'alimentation. Les villes, l'alimentation, c'est au niveau national, c'est le ministère de l'Agriculture, etc. Et comment dirais-je, elles disent, voilà, il faut laisser les gens faire. Il faut laisser les gens, il faut laisser tous ces fous d'activistes faire. C'est eux qui savent faire. Et ce qu'ils nous demandent, ils ne nous demandent rien, parce qu'ils sont des activistes, ils ne nous demandent même pas d'argent. Ce qu'ils nous demandent, c'est juste qu'on ne les embête pas, qu'on ne les ennuie pas. C'est intéressant quand même, le pouvoir public qui reconnaît que ce qu'on leur demande, c'est juste de ne pas foutre la merde dans les mouvements populaires. Hein. Ce qu'ils nous demandent de temps en temps, c'est juste de changer les lois. Et la ville d'Amersfoort, de vous donner un exemple que je trouve intéressant parce que, à analyser selon notre point de vue de design. Vous avez ici des logements sociaux. Ces logements sociaux, donc vous avez un système, donc vous avez des parcs et jardins. Les parcs et jardins sont régis par des droits des parcs et jardins. Et en Hollande, on a la possibilité de faire des self-maintenance contracts, c'est-à-dire que vous décidez que le petit rond-point de pelouse moche qu'il y a devant chez vous, qui est un domaine public, vous allez voir la mairie, vous lui dites, moi je voudrais planter des fleurs ici, je m'en occupe moi, et donc la mairie vous loue pour €1 symbolique le rond-point, et vous faites un contrat, un self-maintenance contract, où vous vous engagez à planter des fleurs ou à entretenir ce que vous avez décidé d'entretenir. Il y a 140 self-maintenance contracts dans cette petite ville, dont un qui est un parc entier, où il y a toute une association qui a dit, vous savez, les jardiniers ici, c'est n'importe quoi. Nous, on est l'association des amis du parc bidule, on va s'en occuper, vous allez nous donner l'argent, et on va s'en occuper. C'est la Hollande, mais c'est quand même... c'est gonflé, quand même. Bon. Et alors, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils en ont marre de planter des fleurs, ils veulent planter des courgettes et des tomates. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas autorisé. Dans les parcs publics, on ne plante pas d'alimentation parce qu'on pourrait s'empoisonner. Et ici, la ville dit, mais on va changer ça. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une attitude qui n'est pas descendante, qui n'est pas montante, qui est en back-up de l'innovation sociale, et qui va dire, on va changer ça. Et ici, et ça donne des trucs assez drôles, parce qu'ici, il y avait des arbres qui servaient à rien, et puis, tous ces arbres, les gens les ont coupés. Ils ont coupé les arbres, ils ont planté des poiriers et des pommiers, parce que ça sert à quelque chose. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je saute à la conclusion. Plouc, 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 plouc. Tant pis, je ne vous montre pas tous ces trucs-là, j'étais trop bavard. Hop.
Alors, 4 points de conclusion. Le premier, c'est qu'on a des inventions sociales. Dans l'innovation sociale, on peut constater ces espèces de prototypes qui fonctionnent. Et notre travail, c'est d'en faire quelque chose qui est à la fois plus robuste, qui ne nécessite pas des innovateurs sociaux, et plus réplicable. Réplicable, ça veut dire qu'on ne fait pas la même chose, mais qu'on habilite d'autres groupes à eux-mêmes réinventer, mais d'une manière plus facile, la solution. Ça veut dire qu'on n'est plus tout seul, on n'est pas des designers qui sont omnipotents en train de réaliser. On est au milieu de réseaux de designants, si je puis dire, toutes ces populations qui font, mais peut-être n'ont pas eu la chance d'aller dans l'école dans laquelle vous êtes, et qui font quand même. Et donc, nous, ce que l'on doit, c'est faire avec eux, les aider de notre professionnalisme. Ça donne un rôle très important, je pense, des écoles comme agents du changement social. Les écoles ne sont pas... les écoles de design, on disait hier en aparté avec que les écoles ne publient pas beaucoup, elles font des projets, beaucoup de beaux projets mais qui restent dans les tiroirs, et vous êtes une force incroyable sur les territoires de transformation des territoires. Dernier point, je pense que j'ai pas eu le temps de vous le montrer tout à fait, mais on a bien cet objet à l'interstice entre innovation sociale et innovation publique. L'innovation sociale, elle ne peut pas fonctionner toute seule. À un moment, si on veut la déployer, si on veut qu'elle touche plus largement la population, et si on veut aussi que les innovateurs sociaux qui à un moment s'épuisent, puissent se reposer, puissent transformer, ça ne veut pas dire institutionnaliser, mais transformer leurs innovations et les faire exister plus largement sur le territoire. Alors, on a eu dans l'histoire du design des produits, et puis on s'est intéressé à des produits et des services, et du design des services, et puis après à des systèmes produits-services, et je pense qu'on doit s'intéresser à des systèmes produits-services et politiques publiques, c'est-à-dire de faire le design de l'ensemble d'un système qui est constitué de produits et de services, de culture matérielle et servicielle, et puis de politiques publiques qui les accompagnent. Bien entendu, les politiques publiques, c'est comme ce que je voulais vous présenter, que je ne vous ai pas présenté, c'est un livre qui va sortir bientôt, qui est dirigé par Christian Bazon, le directeur de MindLab, dans lequel, avec les amis de la 27e région, avec Stéphane Vincent et Romain Thévenet, on a écrit un petit papier qui s'appelle Friendly Hacking, donc le piratage bienveillant. Qu'est-ce que c'est l'attitude de design dans l'innovation publique? C'est de faire du piratage bienveillant. Donc il est bienveillant, mais il faut que ça soit quand même du piratage. Donc je pense qu'il faut qu'on reste modeste par rapport à ce que le design peut transformer. Merci.